Octobre 1939, la victoire de l'Allemagne nazie sur la Pologne ébranle le monde. Dans Berlin pavoisé, la Wehrmacht victorieuse défile devant le chef du Troisième Reich, Adolf Hitler. Fantassins, cavaliers, aviateurs, parachutistes, tankistes et marins ont offert une victoire rapide et facile à leur Führer. Mais l'esprit de celui-ci est déjà occupé par une nouvelle conquête, celle de la France. Groupés derrière lui, généraux, amiraux et dignitaires du parti entendent monter vers la tribune les acclamations de la foule. Pourtant, nombre d'entre eux, militaires de carrière, estiment que la Wehrmacht n'est pas prête pour affronter un tel conflit. L'ancien caporal de la Grande Guerre veut leur démontrer que son armée, ses soldats, sont cependant capables de vaincre. Dans les casernes allemandes, les soldats de toutes armes s'entraînent, répètent sans cesse le maniement des armes les plus diverses. La Wehrmacht est malgré tout considérée comme une armée conventionnelle, dépendant encore trop des transports hippomobiles et dont beaucoup de matériels sont dépassés. Si les parachutistes forment des unités modernes et encore peu connues, les Panzers, comme le Mark III, sont souvent inférieurs aux chars français et britanniques. Le bombardier en piqué Stuka est une proie facile pour les chasseurs ennemis s'il n'est pas escorté. Mais cette faiblesse matérielle est largement compensée par une maîtrise stratégique et tactique exceptionnelle qui met les généraux allemands au-dessus de leurs homologues européens. L'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, qui détermine le 3 l'entrée de la France et de l'Angleterre dans la guerre, a été un véritable coup de poker. Le flanc gauche de la Wehrmacht est en effet pratiquement à découvert et une vigoureuse attaque de l'armée française, d'ailleurs redoutée par les généraux allemands, pourrait facilement renverser la situation. Seule la 4e armée du général Requin marche vers la ligne Siegfried. Sa progression est stoppée par l'état-major le 12 septembre. À l'autre bout du front, les Panzers ont rapidement raison de la résistance des Polonais, braves mais mal commandés, mal armés et mal entraînés. Les vagues de bombardiers et de chasseurs détruisent les villes, les villages, les routes, les terrains d'aviation et les usines. En 4 semaines, le pays est à genoux. Les Allemands ont capturé 649 000 prisonniers et n'ont perdu que 8 000 hommes. Les soldats qui défilent dans Varsovie conquise ont mérité leur croix de fer. Mais leurs chefs savent qu'il faut profiter de la victoire. On sait qu'Hitler envisage de lancer très vite son plan jaune, l'invasion de la France. La date, on ne la connaît pas, mais elle se situe peut-être dans quelques semaines. Non seulement les troupes, les trains blindés, les matériels ne sont pas encore prêts, mais le temps n'est pas favorable. La météo contraint Hitler à reporter sans cesse l'attaque. Le Führer reçoit régulièrement ses généraux au Berghof, comme ici Dietl, le célèbre chef des troupes de montagne qui ont combattu Français et Anglais à Narvik. Tout en discutant avec le Führer dans la grande salle panoramique du Berghof, Dietl se doute que les Alliés risquent de mettre à profit le délai que leur laisse Hitler et de prendre l'initiative. La stratégie de la Wehrmacht est tout entière contenue dans ce fameux plan jaune, conçu par le général von Manstein, qui préconise le passage en force à travers les Ardennes, suivi du coup de faux, consistant à se rabattre d'un seul coup vers l'ouest en refoulant Français, Belges et Britanniques vers la mer, afin de les anéantir. La réussite de ce plan audacieux repose essentiellement sur la rapidité de son exécution. Sur la surprise aussi, car aucun général français ne s'attend à une attaque par le massif forestier des Ardennes, réputé infranchissable pour les unités blindées. Manstein et Guderian, le célèbre théoricien des Panzers, pensent et vont prouver le contraire. Le plan débute par un assaut puissant mais conventionnel sur les Pays-Bas, incluant notamment les parachutistes et les forces aériennes de Göring, qui se donnent un rôle essentiel auprès de Hitler. Au sol, les chars fonceront à travers la forêt avant de se rabattre vers la mer. Dans l'esprit du chef de la Wehrmacht, les lignes alliées seront alors trop allongées pour résister et elles se désintégreront sous les coups de boutoir des divisions blindées.
Il s'agit d'une stratégie très risquée pour un homme qui est surtout un leader politique, a priori plus à l'aise au congrès de Nuremberg devant les SA et les SS que dans un rôle de chef militaire. En fait, il compte sur la faiblesse de ses adversaires. Or, sur ce plan, il n'a pas tort. L'armée française qui a vaincu l'Allemagne en 1918 vit sur une réputation qui n'est plus à la hauteur de la réalité. Forte en nombre, elle est commandée par des chefs âgés, dont la doctrine est basée sur la défense à outrance et l'immobilisme, l'une et l'autre symbolisées par la fameuse ligne Maginot, fortification moderne, mais construite à l'économie et qui peut être tournée sur la droite comme sur la gauche. Le corps des officiers de carrière comprend d'excellents éléments, mais l'initiative y est mal vue, y compris aux échelons supérieurs. Ainsi, les vues novatrices d'un colonel de Gaulle, partisan acharné des chars, et que l'on voit ici présenter son régiment au président Albert Lebrun, sont considérées comme révolutionnaires et à ce titre négligées. Même après que la campagne de Pologne ait prouvé la justesse de ses thèses, on considère en haut lieu qu'une guerre éclair est impensable vis-à-vis de la France. Cela n'empêche pas les usines d'armement de produire les chars qui vont se battre pendant la campagne de France. Les affiches de la mobilisation générale apparaissent dans une atmosphère de défiance vis-à-vis d'un gouvernement déconsidéré. Pour beaucoup d'ouvriers, cette guerre est avant tout une guerre capitaliste, ainsi que le répètent les messages de propagande allemande par-dessus le Rhin. Quant aux classes plus favorisées, elles ont tendance à reprocher à l'Angleterre d'entraîner la France dans un conflit sans issue. Enfin, les souvenirs de la Première Guerre mondiale prédisposent mal civils et militaires aux perspectives d'un nouveau conflit. Mai 1940, l'Allemagne est prête. Avions et panzers sortent par milliers de ses usines. Au moment même où la Wehrmacht s'apprête à attaquer, le gouvernement de Paul Reynaud tombe. Certains que leurs adversaires ne s'aventureront pas au-delà de la ligne Maginot, les Allemands n'ont laissé devant elles qu'un mince cordon de troupes. Les 29 divisions du groupe d'armée B de von Bock et les 45 du groupe A de von Rundstedt sont massées pour jouer respectivement le rôle d'enclume et de marteau. Les 2475 chars français, on ne le sait pas assez, sont plus nombreux et plus modernes que les 1728 Panzers équipant les 6 Panzerdivisionen. Le char Somme A est de loin le meilleur, mieux armé et mieux blindé que le Panzer III. Dans sa tourelle, le chef de char peut tout seul diriger, donner ses ordres, armer et tirer, alors que pour les mêmes tâches, les Panzers nécessitent un équipage. Sur les 108 divisions de l'armée française, 2 seulement sont motorisées et aucune n'est blindée. Les chars ne sont considérés par le commandement que comme des armes d'appoint. Ils doivent être répartis dans les grandes unités et non regroupés en formations manœuvrantes. Les chars Renault, Hotchkiss et Somme, tout comme les armes antiaériennes et les chenillettes, sont fabriqués en grand nombre, mais ils sont aussi exportés et manqueront au moment où il le faudra. Du côté allemand, on ne commet pas de telles erreurs. Ainsi, le canon Flak de 88 mm, l'un des canons antiaériens les plus efficaces de la guerre, s'est révélé en Espagne une arme formidable contre les chars. Les 1300 avions de l'armée de l'air française sont par contre surclassés par une Luftwaffe plus nombreuse et plus moderne. Mais c'est encore au niveau de ses chefs que l'armée française pêche le plus. Le généralissime Maurice Gamelin est brillant, mais pusillanime. C'est un politique plus qu'un militaire. Il s'entend mal avec son second, le général Georges, réaliste mais trop discipliné pour contester des décisions qu'il n'approuve cependant pas. Toute la stratégie française ne repose décidément que sur la ligne Maginot,
dont les 465 km longent une partie de la frontière et s'arrêtent près du Luxembourg. 22 000 hommes des troupes de forteresse tiennent les 40 gros ouvrages, les 70 petits, les 400 casemates et les 150 km de galeries souterraines de la ligne, hérissées de tourelles et de canons lourds. Au-delà de cette ligne fortifiée qu'il est apparemment facile de contourner, on trouve l'obstacle naturel des Ardennes et la ville de Sedan, précédant immédiatement la Belgique. S'attendant à une attaque à travers ce pays neutre, Gamelin a prévu un mouvement de ses troupes vers le nord, en direction de la rivière d'Isle. Gamelin compte aussi sur le corps expéditionnaire anglais, la BEF, British Expeditionary Force, commandée par Lord Gort. Si les soldats britanniques sont tous des professionnels aguerris et disciplinés, ils ne sont pas assez nombreux. La BEF compte à peine 11 divisions. Sa dotation blindée nettement insuffisante est surtout composée de chars légers Mark VI, largement périmés, les chars modernes Matilda étant très peu nombreux. Quant à l'artillerie, elle ne peut faire face sérieusement aux canons allemands. Tout comme la France, la Grande-Bretagne est en effet entrée en guerre sans préparation militaire. Sa petite armée est en grande partie composée d'hommes peu motivés et d'anciens chômeurs. Le corps des sous-officiers et des officiers manque d'émulation, les promotions étant rares et ne favorisant pas l'esprit d'initiative. Cette mentalité est à l'opposé de celle mise en œuvre par le Troisième Reich, qui encourage l'esprit militariste des hommes dès leur adolescence. Seule la Royal Navy, arme traditionnelle de l'Angleterre, mais aussi la Royal Air Force, font l'objet de l'attention du haut commandement britannique. Le bombardement stratégique est largement prôné dans les états-majors. Pourtant, les bombardiers sont pour la plupart lents et vulnérables. Par contre, les chasseurs, notamment les Hurricane et les Spitfire, sont très performants et vont bientôt le prouver. Les hommes politiques britanniques, le Premier ministre Chamberlain en tête, sont largement opposés à tout risque de guerre. Pendant de longs mois, le cabinet, soutenu par le Parlement, va atermoyer, céder du terrain devant Hitler. Le peuple anglais, lui, accepte de moins en moins cette faiblesse politique. Insensiblement, il entre dans la guerre non seulement avec le départ des soldats vers un front pour l'instant limité à celui que tient la BEF en France, dans la région d'Arras, mais en prenant toutes les mesures permettant d'éloigner les enfants des grandes villes. Le 10 mai 1940, jour de l'attaque allemande, le pusillanime Chamberlain est remplacé par un homme à poigne, Winston Churchill. Ce jour-là, à l'aube, la Wehrmacht attaque simultanément en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. Les parachutistes du général Student, sautant des Junker 52, prennent les ponts de Rotterdam, de Dordrecht et de Murgic. La 6e armée du général von Reichenau s'avance à l'extrême droite de la Belgique, le long de la Meuse et du canal Albert. Les parachutistes jouent un rôle essentiel dans la réussite de cette attaque surprise. C'est essentiellement à leur action que 2 jours plus tard sera due la reddition de la Hollande. Les blindés allemands foncent à travers les plaines vides de relief qui s'étendent entre la mer du Nord et la Moselle et franchissent sans coup férir fleuves et rivières. À 6h30 le 10 mai, Gamelin ordonne le déclenchement de la manœuvre d'Isle. Le corps de cavalerie français, la 1re armée et plusieurs divisions et brigades des 2e et 9e armées entrent en Belgique au nord de Namur. Le 11 mai, le détachement aéroporté du capitaine Koch et les éléments du génie s'emparent du fort d'Eben Emael, position clé qui domine le canal Albert. L'armée belge commence à reculer. Abandonnant leur position d'attente, les troupes françaises du général Billotte et les Anglais de la BEF se portent au secours de leurs alliés belges. Ce n'est pas là cependant, mais sur la Meuse, que tout va se jouer. Le groupement blindé de von Kleist fonce à travers les Ardennes réputées infranchissables et les traverse sans difficulté majeure. Les longues colonnes, parfaitement organisées et dirigées, obligent ainsi les divisions de cavalerie françaises à repasser sur la rive gauche de la Meuse.
Le 12 mai, en fin d'après-midi, la 7e Panzer du général Rommel arrive devant Dinant. Ses premiers éléments passent la Meuse dans la nuit et l'infanterie la franchit le lendemain. Le même jour, les avant-gardes de Guderian en font autant dans le secteur de Sedan et créent une tête de pont à la Marfée. Les Allemands sont en France. Dans la nuit du 13 au 14, les Panzers commencent le franchissement sur des ponts de bateaux, malgré l'aviation française et anglaise. Les Allemands engagent alors un bombardement de 6 heures sur Sedan et, malgré une farouche résistance, réduisent les Français au silence. Au nord de Sedan, il ne reste plus que la 9e armée du général Corap. Elle est composée de troupes mal entraînées, de réservistes âgés, qui quelques semaines auparavant étaient encore dans leurs fermes. Elle ne dispose pas de matériel moderne et d'armement adéquat et encore moins d'artillerie. Sous l'attaque des Stuka, Corap est menacé d'enveloppement, son front est crevé au nord. Il ne dispose d'aucun soutien et finit par donner l'ordre de repli et découvre ainsi la première armée qui doit retraiter à son tour. Une large brèche existe maintenant entre Dinant et Sedan. Les divisions blindées allemandes, suivant les avant-gardes, s'y engouffrent à partir du 15 mai. Illustre parfaitement l'affrontement de deux conceptions opposées de la guerre. Pour les Français et les Anglais, celle-ci doit être menée au rythme de l'infanterie, c'est-à-dire lentement. Pour les Allemands, au contraire, la vitesse conditionne tout. C'est pourquoi non seulement les blindés sont privilégiés dans la stratégie du haut commandement, mais encore ils emportent leur propre carburant, ce qui les rend indépendants. Ils sont en outre équipés de radios permettant aux commandants de détachement de communiquer à tout instant avec leur chef de char. Au contraire, les cadres des blindés français et britanniques ne peuvent utiliser qu'un réseau téléphonique très endommagé par la guerre et des estafettes soumises à tous les risques. La pratique du commandement diffère également. Les Allemands pratiquent une large délégation et communiquent très vite, leurs adversaires étant obligés d'attendre la confirmation des ordres reçus, parfois d'une très longue distance et par des moyens peu sûrs. Tout cela sur un champ de bataille sillonné par d'interminables colonnes de réfugiés gênant les mouvements. Ces réfugiés sont souvent aussi les cibles des Stuka, l'aviation d'assaut allemande, dont la mission première est de détruire les routes, les voies ferrées, les ponts, les nœuds de communication, les dépôts d'essence, les gares et les aérodromes. Accompagnés par le hurlement strident de leurs sirènes, les Stuka ajoutent la panique à leur pouvoir destructeur. Les Britanniques de la BEF sont partiellement engagés auprès des unités françaises dans le secteur limité par Louvain et la Wavre. Le 14 mai, les bombardiers de la Royal Air Force, appuyés par des appareils français, tentent de détruire les ponts de Sedan, intacts, et qu'empruntent les chars de Guderian. Mais la Flak les attend. Elle abat 85 appareils, dont 46 appartenant aux unités avancées de la RAF stationnées en France. Le maréchal de l'air Dowding, chef de la chasse britannique, juge alors que ses forces ne peuvent rester exposées en France, car il est certain que l'Angleterre va être attaquée sous peu. Il s'oppose donc désormais à tout transfert d'escadrille vers le continent. L'armée de l'air va donc continuer à se battre seule, héroïquement, malgré sa faiblesse face à la Luftwaffe. La bataille des airs est très rude. Les Allemands, de l'aveu même qu'en fera plus tard le célèbre général Adolf Galland, y perdent de nombreux appareils. L'as Mulders lui-même est abattu. Mais l'hécatombe d'appareils français et britanniques est terrible. La progression des divisions allemandes est très rapide. Les divisions motorisées elles-mêmes ont du mal à les suivre. La retraite des armées françaises, belges et britanniques est totale, malgré des faits d'armes incontestables. La défense de Mont-Hermé le 13 mai, la bataille de chars de Gembloux le 14, celle de Stone et de Rethel le 15. Ce même 15 mai, la Hollande capitule. On s'attend à ce que l'armée allemande fonce sur Paris. Il n'en est rien.
Exécutant à la lettre le fameux coup de faux préconisé par le général von Manstein, les panzers de Guderian roulent à toute vitesse vers la mer, à l'ouest. Ils foncent en traversant les champs de bataille de l'autre guerre, réveillant des souvenirs chez les combattants allemands qui y avaient participé. Au-dessus des colonnes blindées, les Stuka plongent sur les routes encombrées d'unités françaises en retraite et de réfugiés, fuyant par dizaines de milliers les zones envahies. Le bruit court que des agents de la 5e colonne facilitent l'avance des Allemands et la gendarmerie française arrête de nombreux suspects, en fusille même quelques-uns. Pendant que les réfugiés courbent le dos sous les bombes, la retraite française sur l'Escaut se poursuit devant la 6e armée allemande. Le groupe d'armée A, le groupement du général Hoth et le 19e corps blindé s'ouvrent un passage de 100 km vers l'ouest. Dès le 17 mai, le cabinet britannique, soucieux de ménager son corps expéditionnaire, envisage secrètement son réembarquement. Le 19, au moment même où il envisageait une contre-attaque, Gamelin est remplacé par le général Weygand, rappelé d'urgence de Syrie. Les Allemands, avançant inexorablement, font prisonnier de nombreux Anglais. Le 18 mai, le maréchal Pétain, ambassadeur en Espagne, a été rappelé d'urgence et nommé vice-président du Conseil. Il est convaincu de l'inéluctabilité de la défaite et en rejette la responsabilité immédiate sur les Anglais. Quittant Franco, il lui confie « Mon pays est battu, je retourne arranger la paix ». Les prisonniers français se comptent par milliers. Et pourtant, au milieu d'une atmosphère défaitiste, des troupes se battent encore et de jeunes officiers appellent à grands cris la contre-attaque, tels ceux de l'école de cavalerie de Saumur, qui vont bientôt commander leurs élèves sur la Loire. Le général de Gaulle lance sa 4e DCR en cours de formation sur le flanc des Allemands entre Montcornet et Crécy. Une attaque audacieuse, mais sans lendemain. Malgré leur succès, les Allemands eux aussi rencontrent des difficultés. Hitler et plusieurs membres de son état-major, presque effrayés par cette victoire trop facile et inquiets d'une éventuelle réplique franco-britannique, arrêtent par 2 fois Guderian qui fonce en tête du 19e corps blindé. Le 20 mai, enfin, malgré les routes encombrées, ces panzers atteignent Abbeville et la mer, créant 2 têtes de pont au sud de la Somme. Puis ils se dirigent sur Boulogne et Calais. Au même moment, Weygand veut lancer une contre-attaque franco-britannique d'Arras sur Bapaume. Ce plan oblige l'armée belge à un nouveau repli vers l'Isère afin de couvrir cette action. Mais les mauvaises liaisons, les embouteillages et le désordre dû à l'action de la Luftwaffe empêchent de coordonner les mouvements. Pour les Anglais, Dunkerque devient de plus en plus un objectif prioritaire. Churchill fait de fréquents passages en France. Au cours de l'un d'entre eux, le 20 mai, il donne l'ordre à Lord Gort de lancer une contre-attaque au sud d'Arras. Les Allemands continuent à s'infiltrer, négligeant tous les obstacles. Les soldats du corps expéditionnaire britannique vont prouver de quoi ils sont encore capables. Le 21, 2 divisions incomplètes soutenues par des chars Matilda, mais sans couverture aérienne sérieuse, infligent des pertes sensibles à la 7e Panzer de Rommel, qui croit se trouver devant 5 divisions. Mais le 19e corps blindé allemand reprend rapidement l'offensive sur Boulogne et menace le BEF d'encerclement total. Les troupes blindées françaises continuent à se battre dans une lutte inégale. De nombreux équipages tombent entre les mains de l'adversaire. Lord Gort doit se concerter le 21 avec Weygand à Ypres. Mais retardé par les combats, il arrive trop tard.
De ce rendez-vous manqué résultera une méfiance réciproque entre les deux chefs. Et pourtant, grâce à l'initiative de Churchill, des troupes britanniques arrivent encore en France. Ce seront les dernières. Les avant-gardes allemandes approchent de Dunkerque. Au large, les vaisseaux de guerre anglais tirent maintenant directement sur les Allemands visibles sur les côtes. Les soldats du BEF marchent aussi vite que possible vers Dunkerque, d'où Lord Gort, il ne s'en cache plus, veut évacuer son corps expéditionnaire vers l'Angleterre. Dans cette course, les Anglais vont être sauvés par un coup du sort. En effet, le 24 mai, alors que la première Panzerdivision du général von Rundstedt vient de conquérir une tête de pont sur la Aa, à quelques kilomètres de Dunkerque, Hitler lui donne l'ordre de stopper son avance sur place. Le même ordre est envoyé au 41e corps d'armée. Cette décision, l'une des plus controversées de la guerre, a été prise pour laisser à la Luftwaffe de Göring le soin de détruire seules les armées encerclées. La ville commence à subir un bombardement en règle. De leurs chars, les tankistes allemands observent rageusement à la jumelle la ville qui leur échappe. On a beaucoup discuté sur les motifs de ce coup d'arrêt. On a avancé les problèmes de liaison des Allemands, la lenteur des approvisionnements en carburant. Il reste certain qu'Hitler ne donna cet ordre qu'à contre-cœur, lui qui voulait voir ses troupes d'élite, les SS Verfügungstruppen, se couvrir de gloire. Mais il cède à son favori, Göring, qui bout d'impatience et entend donner la première place à sa Luftwaffe. Et celle-ci attaque, en effet, avec les chasseurs Messerschmitt et Focke-Wulf et les bombardiers légers Junker 88, mais elle n'obtiendra aucun résultat tangible. Le 26 mai, l'ordre sera annulé. Il sera trop tard. La poche de défense organisée dès le 20 mai par Lord Gort autour de Dunkerque est basée sur une ligne de résistance utilisant les canaux reliant les rivières importantes, l'Escaut, la Scarpe, la Deule et la Aa. Le camp retranché est défendu à l'ouest par les Français de la 68e division d'infanterie et au sud par des éléments des 1er et 2e corps d'armée britanniques. Le 26 mai, Lord Gort reçoit l'ordre formel de commencer l'opération Dynamo. On ne pensait pas pouvoir sauver plus de 50 000 hommes sur les 200 000 Anglais et Français déjà regroupés sur les plages. Depuis le 17, près de 30 000 hommes des services arrières avaient été embarqués à Boulogne. Près de 800 bateaux anglais de toutes sortes vont participer à l'opération. En Angleterre, l'opinion publique est mal informée et les soldats qui vont échapper à l'enfer de Dunkerque vont se rendre compte à quel point les informations de la radio et de la presse sont incomplètes. En arrière de la poche, les combats se poursuivent. Les Allemands ne rencontrent aucune résistance devant eux, sinon au cours de combats sporadiques, n'engageant que des effectifs limités. Le port, les docks et la ville disparaissent sous d'épais nuages de fumée dus aux bombardements qui pilonnent Dunkerque depuis 10 jours. Le 27, les vagues de 30 à 40 bombardiers se succèdent de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Elles coulent plusieurs navires dans le port ou aux abords de celui-ci. Le commandement de l'opération Dynamo a été confié au vice-amiral Ramsay, commandant à Douvres. C'est de là que partent les 40 destroyers et les 120 bateaux de passagers et de pêche en direction de la côte française. L'opération commence mal. Les bateaux ne peuvent accéder qu'au port extérieur et seulement à marée haute. Une fois à proximité des côtes, ils sont pris sous le feu des batteries allemandes. Les hommes s'accumulent sur les plages encombrées. Le premier jour, seuls 7600 d'entre eux peuvent être évacués.
Le lendemain matin, les commandants alliés, dont le capitaine de vaisseau Aufan, chef des opérations à l'amirauté française, se réunissent à Cassel. Ils décident de consolider la tête de pont. Les troupes anglaises et françaises continuent d'affluer en bon ordre, mais de moins en moins disciplinées. Les fantassins du général Beaufrère et des éléments du secteur fortifié des Flandres assurent la plus grande partie de la défense. Ils ignorent encore que les Anglais des 1er et 2e corps, qui les appuient au sud, ont reçu l'ordre de se retirer progressivement. Sur les plages, les Anglais commencent à détruire matériel, armes, véhicules et équipements. Les leurs, mais aussi parfois ceux des Français. Des ordres mal compris entraînent même la mise hors d'usage de précieux canons de DCA. Pendant ce temps, la Luftwaffe poursuit le bombardement de la ville pratiquement détruite. Près de 1000 civils y sont tués le même jour. La Royal Air Force ne se manifeste pratiquement pas. Seuls quelques squadrons survolent de temps à autre le champ de bataille. Ils ne restent pas longtemps. Danding leur a donné l'ordre de n'attaquer les Allemands qu'avant leur arrivée sur la tête de pont et au moment de leur départ. Mais cela, les soldats sur la plage ne le savent pas et la colère gronde. De nombreux bateaux coulent, touchés par les bombes. À terre, les dépôts d'essence du port brûlent aussi, dégageant d'épais nuages de fumée. Les pilotes de Henkel 111, abusés par ces nuages, sont persuadés d'avoir entièrement anéanti les installations portuaires et tout ce qui s'y trouvait. C'est à ce moment qu'une période de très mauvais temps donne aux assiégés et aux fugitifs un répit inespéré. De Douvres, le vice-amiral Ramsay dirige les opérations d'évacuation, coordonnées sur place par ses officiers de liaison sous les ordres du capitaine Tennant. Constatant que le port lui-même est difficilement utilisable, celui-ci décide d'embarquer les hommes à partir des plages, bien que celles-ci soient fréquemment prises sous le feu des bombardiers en piqué Stuka. Le tirant d'eau ne permet pas aux bateaux d'approcher suffisamment du rivage. Les troupes embarquent sur des canots et des barques et s'approchent lentement des gros navires en évitant les courants et les projectiles. Une fois à bord, les soldats respirent un peu. Leurs camarades restés à terre attendent stoïquement leur tour, rassurés en partie par cette flotte d'évacuation qui, même hétéroclite, reste imposante. Si les nerfs craquent, la discipline revient, s'il le faut, sous la menace des armes des officiers. Les Français sont évacués au même titre que les Britanniques et leur foule, quoique moins nombreuse, encombre les ponts des bateaux surchargés. Faute de radio, les liaisons entre la flotte et la plage utilisent uniquement le morse des sémaphores. Dès le second jour, 12 000 hommes sont évacués par le port et 6 000 par les plages. Mais Ramsay trouve que les choses vont trop lentement. Certaines embarcations sont pleines à ras-bord, d'autres presque vides. On découvre 2 môles qui avancent loin dans la mer de chaque côté du port. Ces 2 constructions en bois ont surtout pour vocation de servir de brise-lames et ne sont pas faites pour que des bateaux y accostent. La mer passe entre les piles et les vagues y déferlent de plusieurs mètres. Pour les pilotes des navires et les marins, ces môles deviennent rapidement un cauchemar. Et pourtant, le 27 mai au soir, 200 000 hommes ont réussi à embarquer en partant de cet endroit dangereux entre tous. Le lendemain 28 mai, l'armée belge capitule. Ainsi tombe le dernier rempart devant la 17e armée allemande. Weygand donne l'ordre au général Blanchard, son chef, de se frayer un chemin par la force vers la côte. À Dunkerque, si la Luftwaffe est clouée au sol par le mauvais temps, les canons prennent le relais et bombardent la flotte en y créant des ravages. Les bateaux arrivent toujours devant les plages, il y en a vraiment de toutes sortes et des plus étranges comme ceux-ci. L'évacuation se poursuit cependant.
Dans la seule journée du 31 mai, on réussit à embarquer 68 000 hommes. Mais le danger est toujours là. Si la flotte de haute mer allemande est trop loin, en Norvège, les vedettes rapides de la Kriegsmarine, appuyées par les escadrilles de chasseurs, foncent vers Dunkerque. Les Stuka, surtout, attaquent à nouveau sans relâche, envoyant de nombreux bateaux par le fond, avec leur chargement humain, qui ne peut souvent qu'être partiellement sauvé. Le 29 mai, 4 destroyers sont coulés en pleine opération d'évacuation. Le bruit court que leurs épaves bloquent le port. Il est erroné, mais inquiète l'amirauté qui rappelle ses unités les plus modernes afin de ne pas les exposer, ne laissant à Ramsay qu'une quinzaine de vieux modèles. 2 précieux jours passent avant que l'erreur ne soit rectifiée. À Dunkerque, l'atmosphère est lourde. Les Anglais continuent à embarquer en grand nombre grâce aux prodigieux efforts de la Royal Navy et à la protection assurée par les troupes françaises, encouragées par leur chef, l'amiral Abrial et le contre-amiral Platon, nommé gouverneur de la ville en pleine bataille. Les derniers défenseurs britanniques sont bientôt relevés par 2 divisions françaises, commandées par le général de la Laurencie, qui, refusant de se laisser évacuer, combattra jusqu'au 3 juin. À la fin du mois, Churchill, alarmé par la différence entre le nombre de Britanniques et de Français évacués, demande au Conseil de guerre allié réuni à Paris que les soldats des 2 nations quittent Dunkerque la main dans la main. Pour faire face aux Allemands qui assiègent le camp retranché, il remplace Lord Gort par le major général Alexander. Jusqu'alors, et bien que de nombreux marins civils se soient portés volontaires, l'opération Dynamo a été entièrement exécutée par la Royal Navy. Elle est même cachée au peuple anglais. Le 31 mai, les informations de la BBC sont presque entièrement consacrées aux émeutes anti-allemandes de Buenos Aires. Cependant, le lendemain à 18h, le peuple britannique commence à soupçonner quelque chose. Le 1er juin, une incroyable armada de petits bateaux entame résolument la traversée de la Manche. Durant 2 jours, ils vont faire la navette avec la côte française, emmenant les soldats jusqu'aux grands navires ou ramassant les traînards. Tout cela sous le tir des Allemands installés sur les hauteurs de Marques. Ces amateurs font preuve d'un extraordinaire courage. S'ils sauvent peu d'hommes en comparaison de la masse totale des évacués, la légende s'empare cependant de leur épopée, et avec raison. Les plages et les bords de mer de Dunkerque sont envahis de matériel, de véhicules et d'armes abandonnées. Les troupes qui restent en arrière pour retarder l'avance allemande sont épuisées. Mais les soldats du Troisième Reich, bien que victorieux, sont aussi fortement éprouvés. Ils sont à court d'eau, de vivres et de munitions. Il manque d'artillerie, les batteries les plus puissantes ayant été envoyées sur d'autres zones du front. Seules les escadrilles de la Luftwaffe sont en nombre. Les Messerschmitt 109 décollent et attaquent sans répit. Les Français ne gardent que 300 avions en état de marche. 700 autres ont été détruits. La Royal Air Force n'envoie que 8 patrouilles vers les plages. Les pilotes de Göring, eux, ayant décollé tôt le matin, coulent 3 destroyers et 3 autres posent devant le rivage, sévèrement endommagés. Ramsay donne alors l'ordre d'interrompre les navigations de jour. À minuit, 65 000 hommes ont cependant été évacués. Le lendemain, ce chiffre tombe à 26 000. Malgré cela, les Anglais peuvent envoyer le message suivant: corps expéditionnaire britannique évacué. Les Français ont la désagréable impression que les Britanniques négligent de les évacuer malgré les promesses. Il est vrai que si les soldats anglais sont prioritaires, ils sont aussi les plus nombreux. Mais l'amirauté britannique parvient à embarquer un grand nombre de soldats français, 50 000 les 1er et 2 juin. On y voit toutes les armes, tous les grades, mais les visages, harassés de fatigue, sont les mêmes. Le 4 juin, dernier jour de Dynamo, 342 618 soldats alliés ont été évacués. Moins de 40 000 hommes restent aux mains de l'ennemi sur le total d'environ 400 000 que la percée allemande avait isolée au nord de la ligne Sedan-Abbeville. Ce jour-là, les Allemands entrent dans la ville,
Ils vont y rester 5 ans. L'armée française compte encore à cette date 1,5 million d'hommes capables de continuer le combat, même si des centaines de milliers de prisonniers marchent sur la route de la captivité. Les Allemands, de leur côté, ont complètement redéployé leur dispositif. Aux 139 divisions allemandes, le général Weygand va en opposer 71, moitié moins. Le 5 juin, Hitler lance ses panzers et son infanterie sur la Somme et l'Ailette. Les combats font rage pendant 2 jours. Le 6, le général Touchon ramène sa 6e armée sur l'Aisne et le général allemand Hoth franchit la Seine. Le 9, Rommel et sa 7e Panzer arrivent à leur tour sur la Seine. Au nord, malgré les succès passagers des généraux Aublay et Delattre sur l'Argonne et à Rethel, les Allemands, dotés d'une impressionnante artillerie, créent une tête de pont. L'armée française abandonne l'Aisne et se replie en Champagne. Les obus pilonnent la ligne Maginot, encerclée et menacée par Guderian, mais encore tenue par le 2e groupe d'armées. À Paris, le gouvernement montre son affolement. Le général Weygand est parfaitement conscient que la partie est jouée. Le 10 juin, alors que les troupes allemandes se répandent sur toutes les routes, franchissent toutes les rivières, Paris est évacué. Le gouvernement se transporte à Bordeaux. Le 13, au Conseil des ministres, Weygand se prononce pour la cessation des hostilités. Les prisonniers, les fuyards et les réfugiés encombrent tous les grands axes descendant vers le sud. Le 23 juin 1940, au petit matin, Hitler arrive seul à Paris pour visiter la ville lumière. Il est accompagné d'un petit groupe, parmi lesquels l'architecte Albert Speer et le sculpteur Arno Breker. La capitale est déserte. 3 jours auparavant, Mussolini, qui était resté jusqu'ici dans une prudente réserve, a déclaré à son tour la guerre à la France et attaqué dans les Alpes. Malgré les rodomontades du Duce, l'armée italienne va se heurter aux troupes de montagne et de forteresses aguerries commandées par le général Olry. Avec ses 3 divisions de série B, celui-ci va contenir brillamment son adversaire, et seule l'arrivée des troupes blindées allemandes du général Höppner l'obligera à cesser le combat malgré ses succès. Les Français, Parisiens et provinciaux, voient entrer le vainqueur dans la capitale et dans de nombreuses villes au nord de la Loire. À Bordeaux, Paul Reynaud, président du Conseil, tente de convaincre ses collègues de passer en Afrique du Nord pour continuer la lutte. Reynaud est remplacé par le maréchal Pétain, qui entre en contact avec les Allemands. Le vainqueur de Verdun rencontrera Hitler à Montoire quelques semaines plus tard. À Londres, où il est retourné à la suite d'une mission officielle confiée par le gouvernement, le général de Gaulle a créé la France libre et lancé son célèbre appel du 18 juin, qu'en vérité peu de Français entendent. Si l'armée française est vaincue, la flotte, elle, demeure intacte. Elle va devenir un enjeu essentiel, notamment pour l'Angleterre, qui redoute de la voir tomber entre les mains des Allemands. La Royale, comme on l'appelle, va être au centre de nombreuses discussions. Le 21 juin, Hitler convoque la délégation française d'armistice à Rotonde, où le 11 novembre 1918, l'Empire allemand avait lui-même capitulé devant le maréchal Foch. Dans la clairière historique, le célèbre wagon-restaurant est toujours là. C'est là aussi que le Führer du Troisième Reich a tenu à savourer sa victoire. Entouré des grands chefs de l'armée, de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine, il y attend les plénipotentiaires emmenés par le général Huntzinger
et l'ambassadeur Léon Noël. C'est après qu'Hitler ira contempler Paris du haut du Trocadéro. La France est coupée en deux par la ligne de démarcation. Au rêve du dictateur succèdent les troupes allemandes qui défilent sur la place de l'Étoile et descendent l'avenue du Bois, aujourd'hui avenue Foch. Le retour en Allemagne est un triomphe. La foule acclame sans relâche le chef du Troisième Reich. La honte du traité de Versailles est effacée pour le peuple allemand. Jamais plus Hitler ne connaîtra un tel enthousiasme. Aux acclamations de la foule succèdent les applaudissements du Reichstag. Mais pour Hitler, la guerre n'est pas achevée. Il explique à ses généraux, groupés autour des cartes, qu'après la victoire sur l'Angleterre, qui pour lui ne fait aucun doute, il faudra encore aller plus loin, mais cette fois-ci vers l'Est. C'est à quoi déjà il entend préparer ses troupes. Il dispose déjà de corps d'élite, telle cette fameuse Waffen-SS, dont les blindés défilent ici à Paris, devant leur chef Sepp Dietrich et l'Obergruppenführer Hauser, accompagnés du Feldmaréchal von Rundstedt. L'année à venir va être entièrement occupée par la préparation de ce qui sera l'opération Barbarossa. À Londres, De Gaulle, aidé par Churchill, constitue le noyau des forces françaises libres, composé, surtout au début, de marins et de soldats évacués de Dunkerque. La population britannique entre réellement dans la spirale de la guerre. La bataille d'Angleterre a commencé dès le lendemain de l'opération Dynamo. Spitfire et Hurricane entament ce combat historique contre la Luftwaffe, dont les chasseurs et les bombardiers ont pour mission d'anéantir la résistance anglaise. Cette bataille va durer jusqu'en octobre 1940 et s'achèvera par la défaite allemande. Aux attaques des chasseurs s'ajouteront très vite les bombardements systématiques de Londres et des grandes villes. C'est le Blitz qui fera des milliers de victimes civiles. Les Anglais, qui avaient appris par la radio ce qui se fait à Rotterdam, à Sedan ou à Varsovie, découvrent à leur tour les horreurs des villes en feu. Ils savent désormais pourquoi ils se battent et ils vont le faire avec un cran admirable. Un cran que saluera Churchill lui-même dans un discours devant le cabinet de guerre. Discours diffusé au peuple britannique qui s'y reconnaîtra tout entier. And if driven to desperate hazards, he attempts the invasion of the British Isles, as well he may. We shall not flinch from the supreme trial. Lift up your hearts. All will come right. Out of the depths of sorrow and of sacrifice will be born again the glory of mankind.